Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ouverture de notre 115e éclairage sur l'actualité, le briefing que vous retrouvez tous les lundis et jeudis avec fidélité, je vois, avec fidélité, toujours autant d'auditeurs et d'autres qui nous suivent sur le replay Facebook. Je vous engage vivement à rediffuser auprès de vos amis et connaissances pour leur porter la bonne parole. Pas mal d'actualités aujourd'hui, je crois, avec Arnaud qui va être un peu plus disert que la dernière fois. Et je crois qu'Igor a aussi un peu de contenu, donc ouvrez bien grand vos oreilles à tout ce qu'on va vous dire. Arnaud, c'est à toi. Merci, cher Gilles. Bonjour à tous. Actualité économique effectivement assez fournie avec les prévisions réactualisées du Fonds monétaire international qui constitue la principale nouvelle de mon point de vue en tout cas. Le FMI qui table désormais sur une hausse du PIB de la Russie de 0,3% en 2023, puis sur une croissance de 2,1 en 2024. C'est une révélation significative par rapport aux prévisions antérieures qui dataient de l'automne. Précédemment, le FMI anticipait une récession de 2,2% en 2023 et une croissance limitée à 1,5% en 2024. Pour 2022, le FMI évalue la récession à 2,2 points. Notons que ces chiffres sont, à ce stade en tout cas, plus optimistes que ceux du gouvernement russe, puisque les services de Maxime Rechetnikov, ministre de l'économie, envisageaient une croissance de 0,8% en 2023, mais il est probable que le gouvernement russe et la Banque centrale réévaluent à leur tour à la hausse leurs prévisions de croissance. Autre chiffre, celui de la production industrielle qui a reculé de 0,6% d'après Rostat sur l'ensemble de l'année 2022. Que voit-on, si l'on regarde un peu plus en détail, eh bien, que le secteur métallurgique tire la croissance industrielle, enfin tire la production industrielle vers le haut. Qui dit secteur métallurgique dit en particulier, pas seulement, mais en particulier le secteur de l'armement. Les industries pharmaceutiques également ont tiré leur épingle du jeu. À l'inverse, les constructions mécaniques qui ont été exposées à des restrictions d'importation de matériels occidentaux, eh bien, elles reculent de 8% environ. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une tendance lourde? Est-ce qu'il s'agit d'une tendance encourageante pour 2023? Les premiers indicateurs montrent que l'industrie russe reste en zone positive sur les premières semaines de 2023. Ceci dit, les entreprises russes ont probablement reconstitué leur stock à l'automne. Il n'est pas certain que cette trajectoire assez vigoureuse vue ces derniers mois se poursuive. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effondrement de l'industrie russe. Autre chiffre important du point de vue budgétaire, les prix moyens du brut de la marque Urals, qui est la marque de référence pour le pétrole russe, eh bien, le prix moyen s'établissait à un peu moins de 50 dollars le baril en janvier, 49,48 pour être précis, contre 52,2 en décembre et contre 85 en janvier 2022. Ces chiffres sont fournis par le ministère russe des Finances. Ils indiquent donc un rabais moyen sur janvier de l'ordre de 40% par rapport au prix du Brent. Ceci dit, attention, là encore, il apparaît que les nouveaux acteurs de la chaîne de valeur apparus depuis le 5 décembre, c'est-à-dire depuis l'introduction de l'embargo européen sur l'importation de brut russe. Quand j'entends, quand je dis nouveaux acteurs, ce sont les nouveaux assureurs, c'est en particulier la flotte dite fantôme de tankers. Eh bien, tous ces acteurs sont russes, ou pratiquement tous russes, ce qui doit, à mon avis, être intégré dans l'équation de la perte éventuelle de valeur pour la Russie. En tout cas, si le budget russe actuellement connaît quelques difficultés, je dirais que ce n'est pas perdu pour tous les acteurs économiques russes.
Enfin, et c'est une nouvelle qui a surpris et qui a suscité un certain émoi dans les cercles de pouvoir moscovites, la présidente du Conseil de la Fédération, Madame Matvienko. Conseil de la Fédération, vous le savez, c'est l'équivalent du Sénat, la Chambre haute du Parlement. Elle a proposé hier, 1er février, d'adopter un moratoire total sur la mise en œuvre de la loi fédérale 44, qui est une loi très connue en Russie, qui régit les marchés publics. Madame Matvienko suggère de la suspendre, d'en suspendre l'application le temps de l'opération spéciale en Ukraine. Selon elle, je cite, on ne peut pas, en raison de soupçons théoriques, arrêter toute la machine d'engagement des fonds fédéraux et le développement du pays. Alors, il est peu probable que cette proposition soit soutenue par le gouvernement. Bon, il faut s'attendre à une opposition très forte du ministère des Finances. En tout cas, c'est un pavé dans la mare, comme on dit. Pour conclure ce chapitre économie, encore une fois, je veux souligner que les chiffres du FMI confirment la résilience de l'économie russe qui s'adapte aux nouvelles réalités et qui, c'est également important, semble se reconfigurer pour un conflit long en Ukraine. Au fond, si on en croit les chiffres du FMI en tout cas, les 9 paquets de sanctions européens ont eu pour effet, à ce stade, une récession de 2% environ, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'en 2014. Alors c'est une réalité évidemment déplaisante pour les décideurs occidentaux qui vont sans doute être amenés à réviser leur narratif. Et elle joue aussi sûrement dans l'évaluation récente selon laquelle le temps ne joue plus forcément en faveur de l'Ukraine. Igor en avait parlé longuement la semaine dernière. J'en viens maintenant aux questions politiques et aux questions de société. Tout d'abord, Vladimir Poutine, qui est en ce moment même à Volgograd, à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la victoire de l'Armée rouge sur les nazis à Stalingrad. À ce propos, Dmitri Peskov a précisé que le président russe ne visiterait pas le lieu où a été récemment inaugurée une statue de Staline. Or, Staline est d'ailleurs aux côtés de 2 généraux soviétiques. Ce n'est pas qu'une statue à Staline. Et Dmitri Peskov a par ailleurs écarté l'éventualité de rebaptiser Volgograd en Stalingrad, que ce soit d'ailleurs provisoirement ou définitivement. Le porte-parole du Kremlin s'appuie ou justifie cette décision par des sondages, notamment un sondage réalisé par le FTSIOM fin janvier qui montrait que plus de 2/3 des répondants y étaient opposés à des degrés divers. Autre nouvelle, autre rumeur, en l'occurrence, sur la date de l'adresse annuelle du président russe à l'Assemblée fédérale qui pourrait avoir lieu le 20 ou le 21 février, c'est-à-dire à la veille ou presque du premier anniversaire du déclenchement de l'opération militaire en Ukraine. Pour rappel, cet exercice est obligatoire selon les termes de la Constitution russe. Il n'a pas eu lieu en 2022. Le dernier exercice remonte au 21 avril 2021. Autre sondage réalisé par une société moins connue et dont les résultats ont été publiés par le quotidien Viedomosti. 45% des personnes interrogées, des personnes ayant répondu, pensent que l'opération militaire spéciale, entre guillemets, va durer entre 6 mois et 1 an, et 28% entre 1 et 2 ans. Et interrogés sur l'issue du conflit, 70% des répondants pensent que la Russie conservera la Crimée et les territoires qu'elle aura conquis militairement. Enfin, toujours des statistiques, décidément, c'est un peu beaucoup peut-être. La Fédération de Russie qui a perdu, d'après Rosstat, 555 000 habitants en 2022, selon cette dernière évaluation. La population fin 2022 s'établissait à 146 millions et 425 000 personnes. Précision importante, hors territoire ukrainien annexé en 2022. Alors, quelle valeur accorder à ces chiffres? La tendance est peu contestée par les démographes. En revanche, ils pointent 2 faiblesses, ou en tout cas 2 points problématiques dans cette évaluation. D'abord,
la base. Or, la base, c'est le recensement de 2021 qui, de la vie générale, est très peu fiable. Et le deuxième point un peu plus technique, sur les travailleurs étrangers, en particulier en provenance d'Asie centrale, dont les visas ou les permis de séjour avaient été automatiquement reconduits pendant le Covid. Ces visas sont arrivés à échéance en 2022. Ils sont statistiquement sortis de Russie, mais il est probable qu'en réalité, nombre d'entre eux aient quitté le territoire russe dès 2021. Donc, des chiffres qui indiquent une tendance qui est réelle et qui intervient après 2 années de surmortalité due au Covid. 2022, il y a un autre facteur qui est celui de l'immigration que l'on a longuement évoqué ici, mais encore une fois, la fourchette, le curseur, manifestement, ne peuvent pas être établis très précisément en l'état actuel des choses. Si je devais synthétiser mon impression du jour en ce qui concerne l'actualité politique, je dirais qu'il y a une forme comment dire, peut-être de retour à la normale ou la normalité. En tout cas, c'est ce que veut accréditer Vladimir Poutine et le pouvoir russe. On a l'impression que les doutes qui s'étaient installés dans les esprits de certains décideurs russes après les défaites de Kharkov en septembre et le retrait de Kherson se dissipent, commencent à se dissiper. Les acteurs à Moscou, à tort ou à raison, pensent que la dynamique militaire est en train de s'inverser et que le Kremlin a de nouveau la maîtrise du calendrier. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était effectivement très dense. Une question, cette fameuse loi 44 sur les marchés publics. Pourquoi cette demande? C'est quoi? Parce que j'ai lu quelques articles et des choses comme ça qui disaient que c'était un peu la porte ouverte à la prévarication la plus vaste de tout le système des fonctionnaires et des choses comme ça. Donc c'est assez étonnant même, non? Disons qu'il y a étonnant, non, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, pas forcément politiques. En tout cas, les politiques ne sont pas forcément au premier rang. On pense plutôt à de grands acteurs économiques qui souhaitent revenir à un système de gré à gré qui est jugé plus rapide, plus efficace. Ce qui est vrai aussi, c'est que nombre d'observateurs, même s'ils ne voient pas dans cette loi en tout cas, estiment qu'elle a limité, dans une certaine mesure, le phénomène de corruption. Donc, le signal, en tout cas, est un signal jugé plutôt inquiétant par certains observateurs et qui, d'ailleurs, est donné quelques semaines après que le pouvoir a décrété qu'il n'était plus obligatoire pour les députés en particulier de publier un certain nombre d'informations sur leur patrimoine. Donc, on voit bien que il y a une forme de tentation de régression probablement, tentation au prétexte de se prémunir contre des intentions malveillantes occidentales, et bien de revenir à des pratiques très opaques. C'était effectivement un peu le sentiment que j'en avais. Petite question. Bonjour et merci pour nos briefings, bien sûr. J'aimerais que vous nous parliez de l'index publié par la NASC sur les directeurs européens présents en Russie. À quels impacts, au singulier et au pluriel, pourrait-on s'attendre du côté russe et occidental? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Je ne vois pas de quoi on parle en réalité. Il faudrait nous préciser de quoi on parle, parce que visiblement, ce n'est pas ça. Donc, pendant que vous avez cette réflexion, vous nous redonnez quelques précisions. Igor, je crois que tu as pas mal de choses à nous dire aujourd'hui aussi. Oui, merci Gilles, bonjour à tous. Alors je vais commencer par le traditionnel, enfin désormais traditionnel suivi de l'assistance militaire fournie à l'Ukraine par ses soutiens et commencer par une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, qui a déclaré hier que la livraison d'armement à l'Ukraine pourrait, je cite, contribuer aux conditions pour un règlement pacifique du conflit, fin de citation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est, en revenant sur cette comment dirais-je, déclaration, de voir quel sens on peut donner à cette phrase. On peut très bien dire, premier sens, que finalement, c'est la ligne de l'OTAN depuis le début
donner les moyens à l'Ukraine de combattre et que, in fine, les deux belligérants se rendant compte que les armes ne les mènent nulle part, eh bien, ils finiront par revenir à la table des négociations et pourrait y avoir un jour ou l'autre comment dirais-je, un compromis. Bon, ça, c'est la première explication, mais il y en a une deuxième, et vous allez voir que ça fait écho à ce que j'expliquais lundi aux déclarations du secrétaire d'État Blinken. La deuxième explication, c'est que finalement, ces quantités d'armement qui sont quand même notables, hein, on les égrène ici depuis plusieurs semaines, hein, maintenant on en est à des tanks, peut-être que demain ce sera des drones d'attaque, des hélicoptères, que sais-je, hein, mais en tout cas on en est à des tanks. Finalement, qu'est-ce qu'elles vont devenir en Ukraine le jour où il y a un cessez-le-feu? Est-ce qu'elles vont en vocation à... Qu'est-ce qu'elles vont devenir pour celles qui ne seront pas détruites ou pour celles qui ne seront pas entre guillemets perdues? Est-ce qu'elles vont rester en Ukraine? Est-ce qu'elles ont vocation à revenir dans les entrepôts des pays occidentaux? En fait, l'idée, c'est qu'elle pourrait être finalement une des modalités du règlement de la crise, ces armes. C'est-à-dire, et là je fais le lien directement à ce qu'a dit M. Blinken, savoir que le niveau d'armement de l'Ukraine et de, entre guillemets, militarisation de l'Ukraine serait en soi un paramètre de règlement de la crise, puisque on comprend que désormais les Occidentaux ont mis de côté, en tout cas pour le moment, l'idée de fournir à Kiev, comme j'ai expliqué lundi, des garanties de sécurité, hein, ce que demandaient les Ukrainiens depuis le printemps, enfin depuis le début, et d'ailleurs, hypothèse sur laquelle travaillaient manifestement certaines personnes, d'ailleurs ici aussi en Russie. Et puis, voyant que finalement, ça ne menait nulle part parce que on tombait finalement dans une impasse que j'avais évoquée précédemment, on s'achemine plutôt vers des mesures concrètes, des outils qu'on pourrait donner à l'Ukraine pour quels sont les moyens de se défendre contre une future hypothétique attaque. Et donc, finalement, cette idée, c'est ça, c'est que cet armement, au-delà de ce à quoi il sert aujourd'hui, quotidiennement, eh bien, une fois que les armes se seront tues, eh bien, qu'ils servent de garantie en soi de sécurité à l'Ukraine. Donc, c'est à mon avis en ce sens-là qu'il faut interpréter la phrase de M. Stoltenberg, au-delà du premier sens qu'on peut lui donner. Deuxième information qui vient de la France, puisque M. Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, était en visite à Paris, il a rencontré son homologue, M. Lecornu. Il en est ressorti quoi? Il en est ressorti que la France va donner un nouveau lot de 12 canons César à l'Ukraine, ainsi qu'un radar Grandmaster qui permet donc d'apporter une couverture aérienne sur une certaine zone. D'autre part, M. Lecornu a indiqué que 2000 militaires ukrainiens seraient formés par la France, en France, d'ici cet été, et que par ailleurs, la France va dépêcher 150 instructeurs en Pologne afin que chaque mois, ils puissent former 600 militaires ukrainiens sur le territoire polonais, et ça dès les prochaines semaines. Alors, sur les Césars, la différence par rapport aux précédents 19 canons César, qui, je rappelle, ont été cédés par l'armée française à l'Ukraine, ces 12-là, en revanche, rentrent dans le cadre du fonds d'assistance de 200 millions d'euros qui rentre dans le cadre de la loi de programmation de 2023, et ils seront donc commandés auprès de l'industriel, si tant est que l'industriel, donc Nexter en l'occurrence, soit en mesure de produire dans les cadences souhaitées. Autrement dit, s'il y a un trou dans dans le plan de déploiement de ces canons, il n'est pas exclu que temporairement, afin de faire le soudure, il y ait certains canons qui soient néanmoins prélevés sur les capacités de l'armée française avant d'être restitués, le temps que les nouveaux canons soient produits. Donc ces 12 canons César viennent s'additionner aux 19 canons César que le Danemark a décidé également de transférer à l'Ukraine. Du côté des tanks, on y revient, les Espagnols ont indiqué qu'ils fourniraient 4 à 6 tanks Léopard sur les 53 qu'ils détiennent et qui sont stockés depuis plus d'une décennie dans les entrepôts de l'armée espagnole, puisque ce sont des tanks qui ont été mis en service dans les années 80 et qui sont relativement datés, suivant leur état, donc 4 à 6 unités de la part de l'Espagne. Le Danemark a annoncé qu'il fournirait 20 Léopards à l'armée ukrainienne d'ici 3 mois. Là aussi, les léopards danois sont des modèles anciens qui datent des années 80. De leur côté, les Grecs, en revanche, ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à la coalition léopard, entre guillemets. Je rappelle que la Grèce dispose de près de 750 tanks léopards de différentes modèles, et qui sont aussi de différentes générations, et qu'ils souhaitent les garder, car ils ont évidemment des gros problèmes avec leurs voisins turcs, et qu'ils ne souhaitent donc, à ce stade-là, en tout cas, pas se défaire de ces blindés. Enfin, pour conclure cette première partie sur l'assistance militaire à l'Ukraine, le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, qui a accordé une interview à CNN avant-hier, mardi, a indiqué qu'il n'excluait pas la possibilité de livrer à l'Ukraine le système de défense antiaérienne Iron Dome, qui est un système de défense antiaérienne courte portée, hein, qui sert à intercepter les roquettes qui peuvent être tirées sur Israël, en l'occurrence.
Mais il a aussi rappelé que son pays restait ouvert à la possibilité de jouer un rôle de médiateur s'il était sollicité pour cette mission. Deuxième information aujourd'hui, du côté de l'OPEP+, c'est ce cartel pétrolier qui a donc décidé hier de maintenir le niveau de production du brut de ses différents membres au même niveau qui a été décidé donc, le 5 octobre dernier, c'est-à-dire environ 42 millions de barils par jour. C'est un niveau qui avait été donc rabaissé par rapport à celui qui a été décidé auparavant, d'ailleurs à la grande... Je dirais un grand étonnement et mécontentement de Washington. La prochaine réunion est prévue le 3 avril pour décider si on augmente, si on maintient ou si on baisse les quotas de production. Et peu avant que cette décision soit prise, Vladimir Poutine avait eu par téléphone plusieurs de ses homologues des pays, je dirais, clés dans le cartel OPEP+. Il s'est entretenu avec son homologue émirien en décembre, avec le prince d'Arabie Saoudite le 30 janvier et avec le président algérien, M. Tebboune, hier. À cet égard, on a appris que M. Tebboune, donc président algérien, se rendra en Russie au mois de mai prochain. Une information concernant les gazoducs Nord Stream, puisque les enquêteurs allemands ont indiqué aujourd'hui que, d'après eux, ce serait probablement un pays occidental qui sera à l'origine du sabotage des tubes Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et donc, ces propos font écho à ceux tenus par le président du consortium Nord Stream AG, qu'on a rappelé ici, qu'on évoquait ici la semaine dernière, et qui expliquait que selon lui, il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était un pays de l'OTAN qui était à l'origine du sabotage de ces tuyaux. Enfin, je terminerai sur un point concernant les réfugiés ukrainiens, puisque l'ONU a mis à jour ses statistiques au 31 janvier dernier. Selon donc, les Nations Unies, ce sont fin janvier près de 8 millions d'Ukrainiens qui ont été contraints de quitter leur territoire, leur pays. Les pays. En termes de pays d'accueil, le premier pays récipiendaire des flux de réfugiés est la Russie, avec 2,8 millions de personnes, suivi de la Pologne, 1,5 million, de l'Allemagne, un peu plus de 1 million, et de la République tchèque, environ un demi-million. La France, elle, a accueilli près de 119 000 Ukrainiens. Voilà, Gilles. Eh ben, voilà, c'était effectivement dense et riche. Alors voilà, on a donc une précision sur la liste publiée donc par la NAZK, qui est donc l'agence anticorruption ukrainienne. Apparemment, il a publié une liste. Les gens y sont nommés avec leurs photos et même leur lien LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette liste? Alors, je n'ai pas vu cette liste précise. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les Ukrainiens sont assez coutumiers du fait. Ils ont une autre liste plus connue, une base intitulée Miratvorets, faiseur de paix, dans laquelle sont systématiquement intégrées les personnalités de tout pays, d'ailleurs, y compris les pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, toutes les personnalités qui ne sont pas sur la ligne de Kiev. Et d'ailleurs, je crois que Henry Kissinger y avait été intégré, Ségolène Royal, Hubert Védrine, je crois. Bon. C'est assez choquant, évidemment. Ce qui est assez étonnant aussi, là je n'exprime que mon point de vue personnel, c'est qu'à ma connaissance, en tout cas, aucune démarche n'ait été entreprise auprès des autorités ukrainiennes pour faire cesser ce type d'agissement, qui sont des appels à la délation, voire un peu plus. Voilà pour ce point. Merci. Bonjour à tous, à nos plus fidèles auditeurs. Michel, on le salue au passage. Pouvez-vous commenter la vente du club de Chelsea pour 2,3 milliards de livres qui servirait à financer un fonds dédié aux victimes ukrainiennes, avec ou sans l'accord d'Abramovitch? Alors, c'est effectivement l'un des sujets qui agite le microcosme moscovite depuis quelques jours, la blogosphère. Alors, on ne sait pas très bien en réalité ce qui se passe. Il y a eu une annonce sur effectivement la création de ce fonds. Certains font le rapprochement entre cette annonce et des fuites dans la presse américaine selon lesquelles Abramovitch, qui jusqu'à présent avait bénéficié d'une forme d'immunité américaine, pourrait voir cette immunité levée au vu de son rôle jugé assez peu efficace dans les négociations. Sur Telegram, et on sait qu'en Russie, Telegram, c'est un média à part entière, on voit beaucoup d'agitation, les patriotes, entre guillemets, ayant des mots très durs sur ce qu'ils jugent comme une nouvelle trahison d'Abramovitch. En réalité, on ne sait pas très bien ce qui a été décidé, ce qu'il sera fait, si Abramovitch est partie prenante ou pas. L'idée de ce fonds, c'était plutôt
bien de retirer à Abramovich tout pouvoir décisionnaire dans le club de Chelsea. Donc, encore une fois, il faut rester prudent sur les faits eux-mêmes. D'ailleurs, Abramovich avait déclaré qu'il souhaitait que le produit de la vente de ce club, effectivement, aille à des œuvres caritatives, mais il avait précisé qu'il souhaitait que les sommes soient réparties entre réfugiés russes et ukrainiens, entre victimes de la guerre des deux côtés, et non pas exclusivement à la partie ukrainienne. Il pourrait d'ailleurs s'agir des réfugiés ukrainiens en Russie. J'imagine qu'il y a différentes modalités possibles. Oui, comme nous vous l'avions promis, une question nous avait été posée le briefing précédent sur la possibilité ou non pour des ressortissants de pays inamicaux de créer des entités juridiques en Russie ou d'acheter des parts dans des sociétés russes. Eh bien, aujourd'hui, la législation l'autorise et les seules restrictions s'appliquent aux entreprises du secteur dit stratégique où les parts des étrangers sont de toute façon contingentées, qu'ils ressortent ou non de pays inamicaux. Donc voilà, aujourd'hui, je parle en la présence d'un juriste qui est avec nous aujourd'hui et qui, s'il le souhaite, interviendra ou non dans le courant de ce briefing. Voilà, je rends la parole à notre président. Merci. Et donc, Pavel est à l'amende d'une bonne bouteille pour avoir une fois encore employé autour d'aujourd'hui. Voilà. Bonsoir. Pourriez-vous donner votre point de vue sur la question de l'approvisionnement des produits essentiels semi-conducteurs dans le domaine de l'aviation? La situation est-elle critique pour la Russie et au contraire, la Russie s'organise-t-elle? Il y a une deuxième partie de la question qui est différente. Comment voyez-vous le développement du secteur du nucléaire civil russe qui est leader mondial? Ah oui, par contre, sur le nucléaire, secteur encore non sanctionné, mais reste-t-il encore des perspectives de collaboration internationale? J'imagine avec la France en particulier. Merci beaucoup, un auditeur fidèle. Sur l'aviation, je dirais qu'il y a deux choses. Tout d'abord, il y a évidemment un narratif qui s'installe depuis le récit qui consiste à dire que les stocks russes vont se tarir d'une manière générale, que ce soit sur les semi-conducteurs, les puces, etc. Et que par conséquent, les difficultés vont commencer à surgir. Bon. Jusqu'à présent, on n'a pas le sentiment que c'est des difficultés insurmontables. Maintenant, sur le domaine de l'aviation, ça c'est le deuxième niveau, il y a quand même eu... Je me souviens de M. Mantourov notamment qui s'était fait tirer, on va dire, les oreilles par le président Poutine parce que le compte n'était pas sur les commandes passées auprès des constructeurs pour l'aviation civile, etc. Enfin, on sent qu'il y a, à mon avis, des tensions sur les chaînes de montage. Maintenant, dire en quoi c'est lié à la question des semi-conducteurs, question des financements ou à tout autre problème industriel, je serais bien en mal de vous le préciser. Sur le nucléaire civil, j'ai pas beaucoup plus d'éléments, mais en revanche, ce que je sais, c'est que si jamais Rosatom rencontre des difficultés pour les centrales, c'est toute la chaîne de sous-traitants derrière qui aura aussi des difficultés. Dans les sous-traitants de Rosatom, il y a énormément de sous-traitants étrangers, et dans ces sous-traitants étrangers, il y a énormément de sous-traitants occidentaux. Et donc, si eux, et notamment français, et donc si il y a des contrats qui tombent en rade ou qu'on n'arrive pas à, comment dirais-je, à honorer pour X raisons, dont éventuellement peut-être des sanctions, eh bien ça touchera y compris les sous-traitants et donc les sous-traitants français. Sur ce dernier point, donc il était question d'inclure dans le 10e paquet de sanctions que Mme von der Leyen a annoncé aujourd'hui, exactement, elle a annoncé l'adoption pour l'anniversaire, entre guillemets, du déclenchement du conflit, c'est-à-dire le 24 février. Il a longtemps été question d'inclure le nucléaire civil. Monsieur Orban, Premier ministre hongrois, a fait savoir il y a une semaine environ que son pays opposerait son veto. La France, qui est très concernée aussi pour les raisons qu'a évoqué Igor, il y a des coopérations bilatérales majeures, historiques majeures, observe un silence pudique, peut-être un peu gêné sur le sujet. En tout cas, ce n'est pas pour cette fois-ci, et j'observe que les États-Unis, eux aussi, ont des coopérations avec des filiales de Rosatom. D'éventuelles sanctions contre Rosatom
poserait des problèmes à beaucoup de pays, y compris des pays qui sont courtisés par les Américains ou que les Américains ne souhaitent pas voir basculer totalement dans une opposition frontale. Alors, si on fait la liste des chantiers de Rosatom, il y a l'Égypte, bon, il y a la Turquie évidemment, mais il y a le Bangladesh, il y a l'Inde, etc., etc. Des pays qui seraient plus que contrariés de voir leur chantier s'arrêter. Donc ça me paraît difficile. Ceci dit, puisqu'il n'y a plus aucun tabou et qu'on va de surprise en surprise, on ne doit rien exclure a priori. Merci. Propos de Mme von der Leyen, il semblerait qu'elle estime que le plafonnement du prix du pétrole coûte à Moscou environ 160 millions d'euros par jour. Est-ce vrai? Alors, il s'agit de chiffres qui ont été publiés il y a une quinzaine de jours par un centre finlandais, des chiffres qui sont très contestés en réalité par la plupart des économistes. Qu'elle en parle aujourd'hui, on voit bien qu'il faut contrer, je dirais, un autre narratif moins favorable. Hein. C'est ce que je disais au début de mon intervention. L'économie russe qui souffre, mais n'est pas à terre. Manifestement, la Russie aura les moyens de son effort de guerre pendant un an, voire plus. Eh bien, Mme von der Leyen se sent sans doute obligée d'apporter quelques contre-arguments pour battre en brèche un narratif qui est de moins en moins favorable aux Européens. Donc, j'ai évoqué dans mon exposé la question du prix de l'Urals, des pertes réelles de la Russie. Je rappelle que le budget russe intègre une hypothèse de $70 pour le baril, donc à 50, on est très clairement en dessous. On sait aussi que le ministère des Finances russe a vendu des yuans au mois de janvier pour compenser les pertes. Mais il y a des inconnus, encore une fois, sur ce qu'on ne voit pas dans le prix du baril, hein, et surtout sur la durée du phénomène. La plupart des observateurs sérieux et pas trop engagés du secteur énergétique russe estiment que les choses vont se stabiliser, les circuits logistiques vont se mettre en place et se stabiliser autour de mars-avril. Et que l'hypothèse de 70 n'est pas hors d'atteinte, loin de là. Donc, 160 millions de dollars par jour, c'est peut-être vrai, ça a peut-être été vrai certains jours de décembre et de janvier. Là encore, je ne parierai pas sur une tendance durable. Alors, je ne sais plus, c'était toi, Igor, qui parlait de la non-augmentation de la production par donc la décision de l'OPEP+. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une victoire d'un camp ou de l'autre, ou c'est que j'imagine que certains voudraient voir une augmentation, d'autres une baisse. Donc, quelle est l'interprétation de cette stabilité? En tout cas, quand il avait été décidé en octobre qu'on baissait le quota de production, ça avait été mal interprété à Washington. Je crois que M. Biden ou M. Blinken avait publiquement déploré cette décision en expliquant que c'était pas, voilà, que on aurait préféré au contraire avoir une augmentation de ce quota de production, surtout qu'à l'époque, on se préparait déjà à l'instauration de ce plafond pour le prix du pétrole russe. Donc, ça a été plutôt interprété comme un geste fait favorable à l'égard de la Russie. Bon, maintenant que ce soit reconduit, je pense que les gens à l'OPEP+ sont assez sages et veulent observer comment le phénomène de plafonnement va se dérouler dans les semaines et mois qui viennent. C'est encore trop frais pour tirer les conclusions, ce qu'expliquait Arnaud à l'instant. La prochaine réunion est prévue le 3 avril. Effectivement, là, on y verra peut-être un peu plus clair, on aura plus de recul, pratiquement 3 mois depuis que les mécanismes sont entrés en vigueur, sachant qu'il y a encore un autre mécanisme qui doit entrer en vigueur, c'est celui du plafonnement des prix des produits bruts transformés, donc le kérosène, le fuel, des choses comme ça. Il y a des mécanismes de sanctions qui doivent entrer en vigueur en février. On discute, soi-disant, d'un prix de plafonnement aussi pour ce type de produit. Donc, tout ceci n'est pas encore très clair. Et donc, finalement, de mesure assez conservatoire, on ne touche à rien, on laisse les quotas inchangés. Moi, c'est comme ça que j'interprète. D'accord. On me pose une question sur l'aviation. Quelle est la situation économique d'Aeroflot? Je n'ai pas les chiffres définitifs et précis en tête. On sait qu'Aeroflot a été privé d'un certain nombre de destinations, toutes les destinations vers l'Europe et les pays occidentaux. On voit qu'il y a un autre problème qu'Igor a évoqué régulièrement lors des briefings, qui est celui de
la possibilité ou pas pour les avions d'Aéroflot de sortir de l'espace aérien national au risque de saisie. Alors ce problème-là a été plutôt bien géré. On voit que Aéroflot a racheté un certain nombre d'appareils auprès des sociétés de leasing. Ce que l'on voit aussi, c'est que le ministère des Transports, pas plus tard que la semaine dernière, propose aux sociétés russes, oui, aux compagnies aériennes russes, leur demande si elles sont intéressées par des vols directs vers Johannesburg, vers le Sénégal, vers Maurice, des destinations qui jusqu'ici n'étaient pas desservies directement par la Russie, mais qui sont prisées par les touristes russes ou les hommes d'affaires russes, qui jusqu'alors passaient plutôt soit par Roissy, par Francfort ou par Dubaï. Donc là aussi, on voit un phénomène de réorganisation subi, hein, comme dans le domaine pétrolier. Il y a une aide massive de l'État, hein, qui est actionnaire majoritaire d'Aéroflot. Je pense, mais j'ai la faiblesse de croire peut-être, que cette géographie, cette nouvelle géographie des vols d'Aéroflot est peut-être moins définitive et moins irréversible que celle des flux pétroliers. C'est possible. Y a-t-il des chiffres sur les réfugiés ukrainiens de Mars qui sont repartis en Russie depuis? Oui, je pense que les réfugiés ukrainiens qui sont allés en Russie sont-ils repartis notamment dans les zones qui ont été intégrées à la Russie? Pas ma connaissance, que je n'ai pas de chiffres fiables sur ce phénomène précis. Peut-être. D'accord. La Russie continue. Alors, est-ce que la Russie continue de vendre du gaz et du pétrole à l'Europe? Je croyais que non. Je crois qu'il y a des exceptions pour certains pays. Oui, alors pour le pétrole, on parle des exportations par voie maritime, avec une exemption pour l'oléoduc Druzhba, qui d'ailleurs a été visé par les Ukrainiens avant-hier. Donc la Hongrie continue de recevoir du pétrole. On sait aussi que la Bulgarie, qui a une grosse raffinerie détenue d'ailleurs par Lukoil, quand je dis grosse raffinerie, elle représente 10% du PIB national, donc c'est énorme. La Bulgarie a également des exemptions pour pouvoir continuer à importer du brut russe parce que cette raffinerie est configurée pour du pétrole russe. Et puis le gaz, eh bien, il y a le GNL. Le GNL n'est pas soumis à sanctions. Et on sait que l'Europe a importé beaucoup de GNL russe pour compenser en partie les pertes de volume exportées par Gazprom. Comment est traitée par les médias russes la vague anti-éruption en Ukraine? Alors on en parle un petit peu, mais c'est plutôt sur le mode, vous voyez, toute révolution mange ses enfants, entre guillemets, et Kolomoïski, qui a joué un rôle majeur en 2014, l'oligarque Kolomoïski, et qui a fait l'objet d'une perquisition en sa présence d'ailleurs, ce qui est assez surprenant puisqu'il vit le plus souvent à Genève. Eh bien, c'est d'une part présenté comme ça, c'est aussi présenté comme le résultat de pressions américaines, voire de règlements de compte au sein du ministère de la Défense et des structures de force ukrainiens, où disent encore une fois ces sources russes, hein, il y aurait un lobby anglais, un lobby américain et surtout des intérêts d'affaires pas toujours convergents. Oui, c'est présenté en tout cas par un des points de vue qui est présenté. Je ne dis pas que c'est le seul, mais il y en a un, c'est que c'est finalement ces perquisitions. Alors, plus précisément, pour les dernières, on parle de Kolomoïski, mais aussi de M. Avakov, hein, donc ancien ministre de l'Intérieur. Mais plus précisément sur Kolomoïski, un des points de vue qui est aussi présenté, c'est de dire que finalement, ces perquisitions, c'est la mise en œuvre par les services ukrainiens des, comment dirais-je, des ordres des Américains. C'est-à-dire que M. Kolomoïski, bon, il est quand même impliqué, il serait impliqué dans, enfin, en gros, les écoutes des discussions entre Poroshenko et le président américain, ce serait lui. Les transcripts des échanges entre l'administration américaine et Poroshenko, ce serait lui, et que donc, maintenant, c'est quelqu'un non seulement à qui les Américains en veulent, mais qui devient gênant pour le pouvoir ukrainien, parce qu'il sait des choses, et il sait beaucoup de choses sur pas mal de monde. Donc, effectivement, c'est présenté aussi, une fois de plus, c'est un des points de vue, comme étant voilà, la mise en œuvre des recommandations des parrains américains aux Ukrainiens. Merci infiniment à tous les deux pour tous ces points. Nous n'avons plus de questions. Pavel, quelques commentaires?
voulais également revenir sur une nouvelle peut-être pas tout à fait centrale, mais néanmoins représentant une véritable révolution copernicienne. Les nouveaux billets de banque australiens ont remplacé l'effigie de la reine Elisabeth II par celle d'Aberlour. À quand les tirailleurs sénégalais sur nos propres billets de banque européens? J'espère vous retrouver, chers amis, non seulement comme nous en avons désormais pris l'habitude 2 fois par semaine, donc la prochaine fois, ce sera lundi à 17h30 heure de Moscou. Pour ceux d'entre vous qui êtes physiquement sur place à Moscou, vous pouvez nous retrouver le 15 février dans nos locaux pour notre notre cycle de rencontres organisé par la CCI France-Russie et le Centre d'analyse franco-russe Observatoire, ses éminents représentants, avec le directeur des programmes du Conseil russe des affaires internationales, Monsieur Ivan Timofeev. Voilà, je pense que ce seront des nouvelles et des informations, en tout cas un éclairage non seulement pertinent, mais original. Voilà, cet événement sera le deuxième d'une série de rencontres avec les experts, auteurs du rapport annuel de l'Observatoire, qui continue d'ailleurs sa carrière avec des changements de forme et de fond, mais en tout cas, les rapports ont existé, existent et continueront de paraître. Voilà, toute la participation est réservée aux sociétés membres de la CCI. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous connaissez les adresses, vous connaissez le fil Telegram, vous connaissez la boîte mail et vous connaissez certains d'entre nous. Venez nous retrouver, nombreux, je l'espère. Et puis, pour ceux d'entre vous qui, je pense que ça ne concerne pas le plus grand nombre, mais qui, malgré tout, à cette heure-là, est au travail en France, vous pouvez nous retrouver en replay sur YouTube. Bonne fin de semaine, excellent week-end. Et écoutez, en attendant la retraite, on se retrouve lundi. Tenez bon. Alors, pour rassurer Pavel, quand même, ses angoisses existentielles, le législateur européen, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il n'y aurait pas de portrait sur les billets, mais seulement des figures de monuments et de choses comme ça. Donc, le tirailleur s'éloigne. Tenez bon, à bientôt.